À 2 jours de la journée mondiale du refus de la misère, alors que le gouvernement a promis un plan logement, une loi logement, une refonte de certaines aides au logement, a-t-il seulement pris la mesure que nous vivrons demain dans un monde de bidonville, selon l'expression de Julien Damant? Le sociologue sort jeudi un essai sur le sujet. Il est mon invité. Bonjour Julien Damant. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous publiez jeudi Un monde de bidonville aux éditions du Seuil. Avant d'en parler, un mot sur cette journée mardi du refus de la misère. La misère et l'absence de logement, ça reste étroitement connecté. Absolument. Et ce, en France comme dans le monde entier. Ce que vous évoquez, c'est cette journée qu'organise ATD Quart Monde, une association qui fête ses 70 ans d'ailleurs cette année et qui cherche à mobiliser un peu partout en France et dans le monde au sujet des gens qui vivent mal dans des logements disqualifiés de mauvaise qualité, parfois absolument sans logement, et qui vivent avec des ressources extrêmement faibles. Le gouvernement promet une loi logement, un plan logement. On parle beaucoup des aides sociales au logement. Elles ont fait parler d'elles tout l'été. Est-ce que ça suffit? Est-ce que les moyens sont à la hauteur des ambitions affichées? Les moyens sont élevés, les ambitions également, et on peut ajouter les problèmes demeurent importants. C'est embêtant, mais on a une politique publique à la française qui pèse 40 milliards d'euros, 2 points de PIB, pour traiter du logement. La moitié de ces dépenses, ce sont les célèbres APL qui ont été récemment rabotées. On dépense beaucoup. Mais demeurent des centaines de milliers de personnes très mal logées, demeurent chaque soir à la rue des milliers de personnes. Nous ne sommes pas brillants dans la situation que la Fondation Abbé Pierre, une autre grande association, baptise le mal logement. Donc on doit pouvoir faire mieux, pas forcément avec beaucoup plus, pas forcément avec davantage, mais sinon rationnant, du moins rationalisant notre politique du logement. Quand vous parlez de 40 milliards et que vous dites c'est beaucoup, est-ce qu'avec ces 40 milliards, on peut loger plus de gens, plus vite, mieux? Parce que c'est l'enjeu. C'est un des enjeux, et d'ailleurs, dans le plan logement qui se traduira par une loi, vous avez un élément qui s'appelle la logique logement d'abord, que le président de la République a mis en avant. Quelle est l'idée? C'est plutôt que de dépenser beaucoup dans des centres d'hébergement dans lesquels les gens sont souvent piégés, ils restent dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels que la collectivité publique paye, il vaut mieux rapidement leur proposer, avec un accompagnement social adapté, un logement qui peut être pris en location par une association, et cette association va avoir une forme de sous-location avec les personnes en difficulté. C'est une traduction, logement d'abord, d'une logique qu'on trouve dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, ça s'appelle Housing First. Quelle est l'idée? C'est plutôt que d'avoir un secteur coûteux de l'hébergement, eh bien aller très rapidement vers le logement pour les personnes qui en sont dépourvues ou qui sont extrêmement mal logées. Julien Damant, sociologue qui publiait Un monde de bidonville, pendant que l'État fait ce qu'il peut, vous décrivez dans cet essai à paraître jeudi prochain que le bidonville est devenu une donnée de l'urbanisme mondial. Les bidonvilles, on connaissait déjà, mais qu'est-ce qui a changé pour que vous en fassiez une question moderne? 2 éléments. D'abord, ça devient un phénomène absolument massif dans les pays en développement. Et deuxième élément, en France, nous avions éradiqué le phénomène. Dans les années 70-80, le dernier bidonville aurait été définitivement démantelé au tout début des années 80 à Nice, mais nous observons depuis quelques années un retour des campements et des bidonvilles, ceci nourrissant sur fond de crise migratoire, des tensions et des questions fondamentales sur l'adaptation de notre politique du logement. On va y revenir dans un instant, mais il y a quand même des chiffres qui sont effrayants et impressionnants dans votre livre. Vous dites que d'ici 2050, ce sont 2 milliards d'êtres humains qui vivront dans les bidonvilles. Pourquoi? Alors j'évoque ce chiffre, mais je ne le valide absolument pas. Ah bon? Soyons clairs. Vous citez des chiffres alarmistes et ensuite vous les... Pas du tout. Je les décortique. D'ailleurs, c'est un grand sujet que de savoir toujours de quoi on parle et à quoi sommes-nous confrontés. À la louche tout de même, et le chiffre est tout de même assez effrayant, vous avez près d'un 7e ou d'un 8e de l'humanité qui vivrait dans des bidonvilles, près d'1 milliard de personnes dans ces situations. Il est vrai que l'agence de l'ONU en charge de ces dossiers a fait des projections pour dire qu'à l'horizon 2020-2030, nous pourrions avoir 1,5 milliard,
2 milliards d'individus dans ces situations. Le chiffre exact, on n'en sait trop rien. Le problème important, et c'est ce sur quoi vous m'interrogez, c'est que ceci s'étend dans le monde en développement. Une grande part de l'urbanisation, c'est tout de même cette bidonvillisation. Ce n'est pas l'urbanisation enchantée, sympathique, que l'on nous met en avant comme étant la concentration de la richesse, du dynamisme. C'est aussi la concentration des difficultés dans les zones urbaines défavorisées. J'allais vous en parler parce que ce qui est paradoxal, c'est que partout et souvent, on nous promet pour demain la ville intelligente, des services publics connectés, une ville végétalisée qui recycle, la ville durable. Mais dans votre livre, vous décrivez une géopolitique mondiale du bidonville. En effet, il y a une face sombre de l'urbanisation qui va de Cape Town à New Delhi, en passant par Mayotte, un département français particulièrement concerné, où vous avez la majorité des populations de certaines villes, voire de certains pays comme Madagascar, population urbaine, qui vivent dans des bidonvilles. Mais à l'inverse, ce que l'on peut dire aussi, de manière un peu provocatrice, c'est que l'on trouve dans ces bidonvilles, les grands bidonvilles des pays en développement et pas les campements infâmes français, en tout cas en métropole, nous trouvons là des formes de villes durables. Je le fais de manière un peu provocante. Ce sont des villes, si on va très vite pour être très provocant, piétonnes. Ce sont des villes modulables, modulaires. C'est un des termes à la mode. On peut très rapidement changer sa petite bicoque en autre chose d'un logement. C'est du carton, de la tôle ondulée, pour en faire. Vous dites que c'est un logement fragile. C'est extrêmement fragile par nature, mais on peut la transformer très rapidement. Je prends toutes les caractéristiques que l'on met en avant de la ville durable, comme le recyclage, par exemple, quand on n'a pas grand-chose, on est contraint à l'innovation frugale, à l'innovation dans le recyclage. Il y a plein de caractéristiques de ce que l'on appelle ville durable dans ces bidonvilles. Alors, ça n'est pas pour les célébrer avec un romantisme un peu foudingue, mais c'est quand même d'essayer de dire que si ça concerne 1 milliard de personnes aujourd'hui, parfois dans des conditions absolument ignobles, dans d'autres cas, il y a de l'inventivité, il y a du dynamisme, parfois même du génie. Du génie. Il ne faut pas oublier que vous avez de la ressource dans ces quartiers eux-mêmes, et même si on parle de la ville connectée, la révolution numérique ne concerne pas que les riches. Les gens dans le monde entier, en moyenne, sont bien plus connectés avec un téléphone portable qu'ils ne sont connectés à des réseaux d'eau potable, notamment dans ces quartiers précaires et ces bidonvilles. C'est grâce aux empreintes de téléphone portable qu'on a pu faire, non pas la voirie, non pas le cadastre, mais au moins les plans et les plans de déplacement de Kibera, qui est un des bidonvilles les plus connus à Nairobi. Donc il n'y a pas de traitement humanitaire singulier ou de baguette magique, mais ne pas oublier que vous avez dans ces endroits dépréciés de la jeunesse, du dynamisme, de l'informel, de la criminalité, mais également ce dont tout le monde dispose aujourd'hui, c'est-à-dire de capacités d'innovation, et les outils numériques ont leur importance lorsqu'il s'agit de vouloir mieux gérer ces endroits, ne serait-ce que pour les connaître. Cette géographie des bidonvilles, Julien Damon, elle ressemble à quoi en France ? Alors, il faut distinguer la métropole des DOM, ça c'est la première chose. À la louche, si on doit dire combien de personnes vivent dans les bidonvilles, on a bien du mal, car il est difficile de saisir des populations qui sont floues. Mais pour les chiffres officiels, dont on peut discuter pendant 1000 ans, on aurait une vingtaine de milliers d'habitants de campements et bidonvilles en métropole, et plus de 200 000 dans les 5 DOM. Donc c'est d'abord un sujet de DOM, on l'oublie souvent. Et c'est une résurgence en France, puisque vous dites qu'on avait quasiment réglé le problème dans les années 70. En métropole, on avait même considéré que le phénomène était terminé. Et depuis, il n'y a pas de datation exacte, mais depuis quelques années, vous avez un retour des campements qui deviennent si importants qu'ils sont qualifiés de bidonvilles. Une grande partie de ce que l'on a appelé la jungle de Calais correspond exactement à ce que les normes internationales, si tant est qu'on puisse parler de normes, baptisent un bidonville, ou baptisaient, puisqu'il n'y a plus de jungle. Et c'est ma question, qui peuple les bidonvilles ? Vous qui êtes sociologue, est-ce qu'il y a une sociologie de l'habitant du bidonville, au-delà de la misère, qui sera au cœur de la journée de mardi ? Dans les méga bidonvilles, vous trouvez surtout des nationaux, et même s'il y a encore de l'exode rural, vous trouvez surtout des gens qui sont nés dans ces bidonvilles. Dans le cas métropolitain français, on trouve surtout des gens qui, on les baptise les migrants, mais ça veut dire que vous avez des immigrés légaux, vous avez des réfugiés, des demandeurs d'asile, et une grande partie de sans-papiers. Ce qui alimente les bidonvilles aujourd'hui en métropole, c'est la crise migratoire. Ce qui alimentait les bidonvilles des années 50, 60, 70, c'était pas la crise migratoire, c'était les difficultés générale de la situation du logement, mais également l'immigration. Mais une immigration qui était légale. À partir de ce constat, Julien Damon, quelle est la réponse possible des pouvoirs publics ? On a commencé par cela, on parlait du plan logement, des actions gouvernementales. Tout ça semble, pardonnez-moi, je mets des grosses guillemets, mais dérisoire comparativement
au phénomène que vous décrivez. Bon, nouvelle fois, il y a le phénomène mondial sur lequel le plan Macron ne porte pas. Le plan Macron et l'ensemble des préoccupations françaises sont surtout métropolitaines et pour un dossier qui demeure résiduel, n'exagérons rien, mais qui demeure résiduel, mais très urticant, très embarrassant, là où il se présente, de Calais à Menton avec la frontière italienne, ou à Paris, dans une certaine mesure bidonvillisé dans tous ces arrondissements du Nord-Est. Bien, donc vous avez des sujets de maîtrise de flux migratoires, vous avez des sujets aussi de dignité humaine pour les habitants qui sont confrontés à ces phénomènes et pour les gens qui sont dans ces bidonvilles et qui ne sont pas accueillis, le temps que l'on puisse traiter les dossiers et parfois nécessairement les renvoyer de manière digne. Voilà le grand sujet d'ailleurs que met en avant souvent ATD Quart Monde pour sa journée de la misère. Le sujet du logement dont il sera peut-être question ce soir dans l'interview du président de la République à la télévision. Julien Damon, merci. Un monde de bidonville sort jeudi aux éditions du Seuil. Merci David.